L'extrait que j'ai à vous commenter aujourd'hui est tiré du Mariage de Figaro, l'acte 2, scène 21. Le Mariage de Figaro est une pièce de Beaumarchais qui date de la fin du XVIIIe siècle. Elle a été écrite en 1778, mais il faudra attendre 1784 pour qu'elle soit véritablement publiée, puisque considérée comme pièce révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, en tout cas porteuse de beaucoup de revendications, elle sera censurée à 6 reprises avant d'être enfin autorisée, ce qui est expliqué entre autres dans la préface de cette pièce. Nous sommes à l'acte 2, scène 21, c'est la fin de la scène. Le comte a reçu un billet lui annonçant que son épouse devait recevoir quelqu'un qu'il croyait parti. Croyant trouver ce quelqu'un, il est joué par la comtesse et Suzanne. Chérubin, qui était présent, réussit à s'enfuir en sautant par la fenêtre, et c'est Figaro qui arrive à la scène 21 en faisant croire que c'est lui qui a sauté pour sauver la mise à la comtesse et Suzanne. Nous avons 5 personnages en présence: le comte, la comtesse, Suzanne, Figaro, et Antonio, qui est celui qui vient de dénoncer, qui vient de rapporter qu'il a vu quelqu'un se jeter par la fenêtre. Figaro vient de faire croire que c'était lui. Puisque c'est vous, il est juste de vous rendre ce brimborion de papier qui a coulé de votre veste en tombant. Le comte se jette dessus. Donne-le-moi. Il ouvre le papier et le referme. Figaro à part. Je suis pris. Le comte à Figaro. La frayeur ne vous aura pas fait oublier ce que contient ce papier, ni comment il se trouvait dans votre poche. Figaro, embarrassé, fouille dans ses poches et en tire des papiers. Non, sûrement, mais c'est que j'en ai tant. Il faut répondre à tout. Il regarde un des papiers. Ceci? Ah, c'est une lettre de Marceline, en 4 pages. Elle est belle. Ne serait-ce pas la requête de ce pauvre braconnier en prison? Ah non, la voici. J'avais l'état des meubles du petit château dans l'autre poche. Le comte rouvre le papier qu'il tient. La problématique que je vais essayer d'illustrer avec le commentaire linéaire de ce texte est la suivante. En quoi la résolution de la crise renouvelle-t-elle le traitement de la relation traditionnelle maître-valet? Puisque l'étude de cette œuvre intégrale est à prendre dans le parcours associé une comédie du valet, imposée pour l'étude de cette œuvre. Pour illustrer cette problématique, je diviserai le texte en 3 parties. Dialogue entre le comte et Figaro, pris en défaut par la preuve qu'amène Antonio, le jardinier. Le deuxième mouvement sera la machination de la comtesse et de Suzanne pour faire découvrir à Figaro que la preuve en question, le papier en question, est le brevet d'officier de Chérubin, ce qui du coup met son excuse en péril. Et enfin, la troisième partie, où là encore, la comtesse et Suzanne permettent à Figaro de se sortir de la situation en lui révélant qu'il manque le cachet, ce qui va lui permettre de se sortir de cette situation. Je commence ainsi le commentaire. L'extrait commence avec la révélation de la preuve par Antonio, révélation qui se fait via une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause, puisque c'est vous. Il est juste de vous rendre ce brimboriot de papier. Antonio ne pense peut-être pas à mal ici, en tout cas nous n'avons pas de preuve qu'il pense à mal. Il est intéressant de voir que ce personnage est placé d'emblée du côté des valets, ne serait-ce que par son état social, puisqu'il est jardinier, et son état dramaturgique, puisqu'il est complètement sous, et enfin aussi son niveau de langage qui est familier et qui représente bien ce statut social. Le brimborion de papier, d'une part, qui a coulé de la veste, donc qui désigne le petit morceau de papier, et coulé qui est mis pour glisser. Cette preuve va venir confirmer les soupçons du comte, ce qui explique sa promptitude à s'en saisir, ce qui va être noté par la didascalie, se jette dessus, ainsi que l'impératif « donne-le-moi », impératif qui fait apparaître le pronom personnel disjoint, moi, qui insiste sur le caractère égoïste du comte, d'une part, mais aussi l'usage du pronom disjoint permet aussi de montrer qu'il est en opposition avec tous les autres personnages de la scène, en tout cas tous les autres personnages qui l'accusent, à savoir Figaro,
mais aussi Suzanne et surtout la comtesse, dont il est aussi disjoint puisqu'il tente de la tromper. La didascalie, il ouvre le papier et le referme, montre qu'il est maître de la situation, alors maître de la situation à la fois maître socialement, puisqu'on l'a vu avec notamment l'usage de l'impératif, en tout cas du type de phrase injonctif, mais il est aussi maître de la situation de manière dramaturgique, puisqu'il est le seul, mis à part Antonio, quoique cela ne soit pas clair, il est le seul ici à savoir quel est ce papier, qui fonctionne comme une preuve à partir de ce moment-là. Figaro le comprend bien, puisque l'aparté « je suis pris » montre qu'il a tout à fait conscience d'être pris en défaut ici par son maître. Va s'en suivre un petit interrogatoire de Figaro par le comte, interrogatoire qui va reposer sur des interrogations totales puisque le comte est persuadé d'être maître de la situation. Il n'a pas besoin des explications, il essaye juste de prendre en défaut le valet, qui pour le coup, en tant que valet traditionnel de la comédie, est vraiment mis à mal, puisque c'est lui qui est pris en défaut par son maître, et non pas l'inverse. C'est lui qui va être manipulé par lui, sans aucun moyen de s'en défaire, puisque le comte est le seul à connaître le contenu du papier. On peut remarquer, comme c'est assez récurrent dans les répliques du comte, la structure négative, la frayeur ne vous aura pas fait oublier, ni comment il se trouvait dans votre poche. Donc une double question, une double interrogation totale à modalité négative, structure récurrente chez le comte qui passe son temps à nier tout dans la pièce. La didascalie qui concerne Figaro souligne le fait qu'il n'est pas en train de ruser, ici, contrairement au statut traditionnel du valet de comédie. Il est réellement embarrassé, ce qui va être souligné par la didascalie, qui est une indication de mise en scène. Les didascalies sont relativement nombreuses ici, puisque tout le monde ne parle pas à tout le monde, il va y avoir 2 conversations en parallèle. Ici, la didascalie, c'est une intention de Beaumarchais qui souligne le fait que Figaro ne sache pas se démêler de l'embarras dans lequel il s'est lui-même placé. Il va cependant essayer de s'en tirer en exhibant plusieurs papiers, donc avec le pluriel, il en tire des papiers, et le verbe tant, c'est que j'en ai tant. Il essaie de trouver une justification en passant par la conjonction de coordination à valeur adversative, mais il n'a pas oublié, mais il en attend, et va rappeler aussi par la périphrase injonctive, il faut répondre à tout, son statut de valet, il se place en soumission par rapport à son maître, dans l'espoir peut-être de l'amadouer. Une série de papiers va être donc fournie, 3 papiers, la lettre de Marceline, la requête du braconnier, l'état des meubles du petit château, et avec toujours la même structure, une interrogation suivie d'une exclamation, ou alors de point de suspension qui manifeste le fait soit qu'il cherche ses mots, soit qu'il cherche dans ses papiers, soit éventuellement qu'il cherche une explication en même temps qu'il produit tous ces documents. Et c'est justement là que le comte va faire une erreur stratégique, il sait ce qu'il y a dans le papier, et pourtant il va rouvrir ce papier, ce qui va permettre le passage à la deuxième partie, puisque rentre en jeu la comtesse et Suzanne, qui vont fonctionner plus ou moins comme une seule et même entité, la comtesse étant la source de l'information qu'elle révèle à Suzanne, et Suzanne transmettant cette information à Figaro. Cela va être manifesté par les didascalies, la comtesse bat à Suzanne, puis Suzanne bat à Figaro. Cette erreur stratégique du comte va permettre à la comtesse de découvrir la nature de ce papier et, d'autre part, que ce papier est bien une preuve contre Chérubin que le comte soupçonne depuis que la comtesse lui a révélé la possible présence de Chérubin dans le placard. La frayeur, du coup, n'est plus celle de Figaro, mais celle de la comtesse, comme le marquent les exclamatives « Ah, Dieu !» avec les interjections, et la révélation du brevet d'officier, dont le spectateur a la connaissance depuis l'acte 2, scène 5. Ce qui est intéressant à noter, on l'a vu, c'est le couple comtesse-Suzanne qui va fonctionner vraiment en synergie. On le voit avec la répétition de la structure c'est le brevet, d'une part, d'autre part la similitude de leur didascalie, bas-a, et enfin aussi avec l'usage par la comtesse du diminutif de Suzanne, Suzon. Diminutif qui rappelle aussi sa supériorité, mais qui n'a pas le même usage que celui qu'en fait le comte par exemple, qui lui abuse de sa supériorité pour séduire Suzon. Ici, la comtesse montre sa supériorité par le diminutif, mais en même temps montre aussi sa proximité. Le comte est persuadé de sa victoire, comme le montre le fait qu'il conserve la modalité d'interrogation totale,
hein, il ne laisse pas à Figaro la possibilité de s'expliquer avec cette interrogation totale, un oui ou un non pourrait suffire. On note aussi la périphrase, hein, l'homme aux expédients, qui va insister sur la ruse traditionnelle chez le valet de comédie, qui est inutile ici. Comme d'habitude aussi chez lui, le type de phrase interrogatif se double de la modalité négative, ne devinez pas, et on voit véritablement la supériorité du conte dans cette situation avec la notion de jeu qu'il convoque grâce au choix du verbe deviner, comme s'il s'agissait d'une devinette. De la même manière que la comtesse fonctionne en synergie avec Suzanne, le conte ici va fonctionner en synergie avec Antonio, puisque Antonio va répéter exactement la question du conte, hein, si vous ne devinez pas. Simplement, ce couple-ci va fonctionner par une identification ridicule ou qui ridiculise le conte, en tout cas, contrairement au couple comtesse-Suzanne. Ce ridicule va passer par plusieurs éléments. D'une part, contrairement à la comtesse qui utilise un diminutif affectueux pour son valet, ici c'est le valet, le jardinier, qui va utiliser le titre de son maître, Monseigneur. D'autre part, la répétition est une répétition indirecte et surtout fautive, dit si, on conserve le niveau de langage très familier d'Antonio, et la réponse de Figaro à Antonio, vilain qui me parle dans le nez, va fonctionner sur les deux plans, hein, en rappelant qu'Antonio est un vilain, c'est-à-dire un gueux, un paysan, rappelant ainsi son statut social bas, et qui me parle dans le nez, donc par la proposition subordonnée relative, il fait référence au fait qu'il pue l'alcool, comme on le sait depuis le début de la scène. Simplement, cette insulte, hein, vilain qui me parle dans le nez, va du coup s'appliquer par répercussion au conte lui-même. Et ainsi, l'assimilation d'Antonio au comte se fait-elle au détriment du comte, contrairement à l'assimilation de la comtesse et Suzanne. On a donc ici un double couple maître-valet, un couple positif, celui qui est formé par les femmes, et un couple négatif, celui qui est formé par les hommes. Et Figaro tient le milieu entre les deux. Le comte Amalviva ne se rend pas compte évidemment de ce double langage, et reste persuadé de sa supériorité. On retrouve, là encore, vous ne vous rappelez pas ce peut être le type de phrase interrogatif avec la structure négative. Interrogation totale avec une négation totale. Il est véritablement maître de la situation.